Amis de l'histoire du roman historique, bonjour. Donc aujourd'hui c'est un sujet sur la guerre de 14. J'ai pris plusieurs ouvrages. Là j'ai mis pour mémoire le livre de John Keegan, la première guerre mondiale, la guerre de 14. J'ai pris comme ouvrage de référence celui de Pierre Miquel, un auteur français, très prolifique et très précis, et dont l'écriture est très intéressante et puis facile à lire, quoi, hein. Donc ça, c'est Les Poilus, hein, de Pierre Miquel. Donc on va lire quelques passages. C'est un très grand historien du XXe siècle. Il est décédé, hein, je crois maintenant, et il a écrit de très nombreux livres, surtout sur les périodes de la Première et la Seconde Guerre mondiale, mais il a même écrit sur Austerlitz, hein. Ouais. Très bon ouvrage également, c'est très vivant, c'est très intéressant, c'est narratif, quoi, c'est attachant comme écriture. Voilà, donc Pierre Miquel, et puis il a écrit plein de livres, enfin bon, allez voir sur internet ce qu'a écrit Pierre Miquel. Ça, c'est sur l'Exode pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est très bien écrit également. Et puis en plus, vous avez la plupart du temps dans ces livres, même en poche, hein, on trouve une bibliographie très précise, importante. Il donne ses sources. Donc pour un romancier historique, c'est intéressant d'avoir des sources, parce qu'on peut revenir dessus, quoi. Donc là, il y a l'ouvrage synthétique où il y a tout le narratif de la guerre de 14, et en plus on peut aller vérifier des détails dans les mémoires, dans les archives, grâce justement à la bibliographie. Voilà. Donc ouvrage très très intéressant. Pour illustrer ça, je vous donnerai, je vous présenterai des ouvrages la semaine prochaine. Voilà. Je n'ai pas encore décidé, à vrai dire. Enfin, il y a plein de... Il y a de nombreux ouvrages de romances, hein, sur la guerre de 14. Donc on le découvrira la semaine prochaine. Là, on va lire sur tout ça. Ah oui, je vous ai même mis De Gaulle, hein. C'est le De Gaulle de Michel Tauriac. De Gaulle avant De Gaulle. Donc là-dedans, on parle beaucoup de la guerre de 14. C'est un homme qui a été blessé 2 fois, donc une fois à Douaumont, près de Verdun, laissé pour mort. La guerre de 14, pour ce qui le concerne, c'est quelque chose de très important dans sa vie. Et c'est bien décrit dans ce livre, et puis dans les mémoires de guerre, etc. Donc c'est une source aussi, hein, voilà. Ensuite, il y a les répercussions de la guerre de 14. Donc il y a par exemple la guerre civile en Russie, hein, il y a la révolution russe, hein, voilà, etc., etc. Donc c'est un monde qui a eu des répercussions. Alors si on revient strictement au poilu, à la guerre de 14 stricte, je vais vous lire d'abord la page de garde. Lorsque la Première Guerre mondiale commence, en août 14, l'Europe entière est convaincue qu'elle sera brève. Personne ne peut imaginer les souffrances et les horreurs que vont endurer des hommes appartenant à des sociétés si avancées. Plus de 250 000 poilus périssent durant le premier mois de l'offensive. 4 années de carnage et de désespoir s'ensuivent, qui changent radicalement l'image du combat. En 14, il monte au front avec l'illusion d'une victoire rapide. En 17, il sait qu'il va à la mort. En 18, équipé de grenades, appuyé par des chars et des avions, il s'agit déjà du combat de 1940. Le poilu est le héros sacrifié au début de ce conflit de 30 ans. Dans cet ouvrage de référence, devenu un classique, Pierre Miquel nous en raconte l'inimaginable tragédie. Voilà. Donc Pierre Miquel est né en juin 1930 à Montluçon. Pierre Miquel se distingue aujourd'hui en tant que spécialiste incontesté de la Grande Guerre et de la Seconde Guerre mondiale, professeur émérite à la Sorbonne. Il est également l'auteur d'un ouvrage très remarqué sur la paix de Versailles et d'une biographie de référence sur Raymond Poincaré. Titulaire de nombreuses distinctions scientifiques, il est également connu pour ses émissions de radio-télévision. Donc j'ai sélectionné pour vous donc à la page 7 de guerre. Page 7. Voilà, de guerre.
On oublie trop souvent qu'ils ont fait 2 guerres, les poilus. Ceux qui sont partis à 19 ans en 18 en avaient 40 en 39. Beaucoup sont restés 4 ans prisonniers dans les camps. Ils ont toute leur vie subi dans leur chair les effets de l'affrontement franco-allemand. En août 14, écrit Marc Bloch, historien, soldat des 2 guerres, les hommes n'étaient pas gais, ils étaient résolus, ce qui est mieux. L'historien rejoint alors son corps à Amiens. Quand son train passe sur Sedan, il est heureux de parler de victoire devant le grand champ de bataille de la défaite de 70. Son régiment, le 263e d'infanterie, est promis à une autre défaite, celle de Charleroi. Bientôt, Marc Bloch recule sans pouvoir se battre, le dos à la frontière. Il perd tous ses officiers et un grand nombre de ses compagnons quand l'armée se redresse à la bataille de la Marne. Puis il s'enterre dans la tranchée pour 4 ans, comme les autres, autour de Sainte-Ménéhould. Il entendra longtemps le tap-tap des gouttes de pluie sur les feuillages. Il semble si semblable au rythme des pas lointains. Le même Marc Bloch est mobilisé en 1939, sans marquer le moindre étonnement. Les 20 ans de trêve ont permis à l'Allemagne de se reconstituer sous Hitler, de devenir encore plus agressive, encore mieux armée. Toutes les raisons qui avaient poussé des millions de Français à partir aux frontières en août 14, quand 3 armées allemandes envahissaient la Belgique, marchant vers Paris, à grands pas, se trouvaient en septembre 1939, quand on attendait la Wehrmacht de retour de Pologne sur les bords du Rhin et de la Meuse. Le 16 mai 40, ils sont de retour. Le 12, Marc Bloch, de nouveau sous l'uniforme, voit les soldats belges débandés qui commencent à se glisser à travers les villages. Il plie le dos sous les bombes des Stuka valenciennes. C'est l'étrange défaite, celle que porte le lance-quenet Ernest Junger, héros des offensives allemandes de 18 vers Paris, qu'il occupe en 40 avec plaisir, ne fréquentant que l'exquis milieu littéraire de Saint-Germain-des-Prés. Bloch, à l'état-major, voit de près les responsables de la déroute. Le général Blanchard, commandant la première armée, un homme écrit, le général anglais Ironside, dont le cerveau avait cessé de fonctionner. Les anciens de 14-18 se montrent à l'instar de Gamelin, ancien de l'état-major de Joffre à la Marne, ex-commandé héroïque de division d'infanterie à la bataille de Picardie en 18, particulièrement incapable ou impuissant dans la guerre éclair. Le général Villemin était comme Hermann Göring, un as des as de l'aviation de toile et de bois, mais en 40, il n'avait pas assez d'avions. De Gaulle, promu général de brigade et sous-secrétaire d'État en 40, défenseur des divisions cuirassiers, avait en août 14 franchi lieutenant d'infanterie le passage à niveau de Dinan sous la mitraille. Ouais, ça on le décrit donc bien dans ce livre. Hein, voilà. Sous la mitraille. Il avait longtemps lutté pour obtenir des chars, mais en 40 ils étaient saupoudrés au lieu d'être regroupés sur toute la ligne française. Il n'y avait pas de Panzer-Division équivalente, quoi. Les généraux allemands aussi sont des anciens combattants de l'autre guerre, mais ils sont en mesure de diriger avec efficacité et maîtrise l'invasion de la France. Ernst Guderian, le théoricien allemand des blindés, nommé par Hitler en 1938 inspecteur des troupes rapides, était en 14 officier de transmission. L'un des héros allemands de mai 40, Erwin Rommel, chef de la 7e Panzer Division, ancien membre des SA en 1930, avait gagné comme officier d'infanterie l'ordre pour le mérite et se battant sur l'Isonzo en 18. Rommel et Göring sont les plus jeunes de la nouvelle équipe. Tous les généraux de Hitler sont des anciens de l'autre guerre, y compris l'amiral Dönitz, spécialiste de la guerre sous-marine dès 1916, et l'un des artisans de la reconstitution de la flotte de haute mer en 1934. Voilà, c'est pour ça c'est un tout en fait les 2 guerres, hein, c'est 14 et la répétition de 40 quoi. Donc je vous ai sélectionné une autre page, donc c'est Pantalon rouge, page 61. C'est ça, page 61, Pantalon rouge.
pantalon rouge. Bah oui, on y allait comme en 70, quoi. Hein. Mais il y avait une garde de retard. L'imaginaire des Français de 14 est encore peuplé de sons, de bruits non identifiables aujourd'hui. Les roues cerclées de fer, des charrettes sur les chemins rocailleux. L'assourdissement de la forge et des marteaux laminant l'acier porté au rouge. Les sifflements des locomotives rurales. Les aboiements des chiens de village lancés librement en bandes joyeuses sur les places non goudronnées des églises ou des mairies. Les déchirantes sirènes des petites usines de province, celles qui appellent à heure fixe au travail. Les bruits changent, les hommes aussi. La mobilisation est d'abord une affaire de cloches et de tambours. Elle fait beaucoup de bruit dans les villages, où vivent encore la moitié des Français. Elle est reconnaissable au son qui annonce un cataclysme. Il est inhabituel que sonne le glas simultanément dans toutes les églises de Bretagne, dont les clochers ressemblent à des dunettes de navires. Il ne cesse pas, il ne s'installe pour que nul n'ignore qu'il a sonné la fin du monde. Les cloches carillonnent aussi au clocher des innombrables églises de Paris à Saint-Germain d'Auxerrois, qui avaient annoncé en 1572 la Saint-Barthélemy, comme à la Madeleine et à Notre-Dame des Victoires, à Pieuze, le pays très occitan du poète surréaliste Joseph Delteil. Les paysans apprennent la mobilisation par les cloches dans leurs vignes. Ils luttent ordinairement contre la grêle et le mildiou, et les nouvelles venues de Sarajevo leur paraissent bien lointaines. Mais le tocsin est formel, cette fois, c'est pour eux. Le 1er août, les cigales se taisent brusquement. Les mulets et les chèvres dévalent les pentes comme s'ils fuyaient les laves de l'Etna. Les cloches tintent. À tour de bras dans une hallucination d'airain. On rentre les canards en silence. Personne n'ose plus battre un âne. Le pays retient son souffle. On essaie d'avoir des informations. En vain. Les cloches sont seules à communiquer. Elles sonnent à la volée dans les églises de Lyon, à la Bonne Mère de Marseille, aux Saintes Marie de la Mer au milieu des gitans et des gardiens, à la cathédrale massive de Laon, au beffroi d'Arras, aux innombrables clochers de Nancy. Charles le Gothique a raconté le jaillissement soudain du tocsin sur les plages bretonnes autour de Ploumanaar. Depuis plusieurs jours, les Parisiens en vacances étaient partis en train et en automobile, craignant la fermeture des passages à niveau. La cloche de Perros-Guirec, avait commencé, puis celle de Saint-Quay, de la Clarté, de Pleumeur-Bedou, de Trégastel, de Trébordin. Les grosses à la voix de basse taille, les petites à voix d'enfants de chœur, les nasillardes, les fêlées, les dolantes, les rageuses et les bocagères, celles du littoral au timbre grelottant comme des voix de noyés. Les cloches glaçaient l'âme. Le clergé a joué son rôle dans le grand départ. À Paris, le tocsin a surpris. On ne l'avait pas entendu depuis très longtemps. En province, c'est pire encore. Voici le glas de nos gars qui sonnent, disait dans l'église de Ploumaudan, en Bretagne, une vieille femme qui avait connu la guerre de 70. Le curé de Lons-le-Saulnier, l'abbé Poulain, était triste. On démontait les manèges, les chevaux de bois. Il n'y aurait pas cette année la fête patronale de la Saint-Désiré. Voilà, donc il partait en pantalon rouge. Voilà, donc on aurait pu appeler ce passage le glas, hein, ceci dit. Voilà, donc ensuite, page 77, ah non, c'est pas ça, page 144, les tranchées. Page 144. Pour les pantalons rouges, dont on vient de parler tout à l'heure, accablés par les campagnes de 14, la tranchée n'est pas un enfer, c'est un refuge. C'est aussi la vie des Felgrau, qui n'ont pas moins marché ni supporté le feu du canon que les Français. De part et d'autre, on n'est pas fâché de s'enterrer, de connaître la vie immobile du secteur sous la protection des barbelés et des parapets renforcés dans les boyaux étroits creusés dans l'argile,
verte ou rouge, le calvaire de Champagne près des Vosges, le sable des dunes flamandes ou les marnes molles. Les poilus allemands font aussi l'apprentissage des poux, des puces et de la géologie. Le caporal Ludwig Renn a été engagé depuis le début de la campagne. Il a combattu dans la Meuse, ayant beaucoup marché en Belgique. Son père a été rappelé dans la territoriale. Il a cru prendre le train direction pour Paris, selon l'inscription tracée à la craie sur le wagon de son train. Il a chanté avec ses camarades le Wart am Rhein en traversant le fleuve. Son colonel était un junker, mais son adjudant un instituteur. Les hommes étaient transportés d'enthousiasme guerrier en franchissant la Meuse, dans la troisième armée du général von Hausen. Ils avaient rapidement déchanté. Ils conservaient le souvenir d'avoir marché et marché sans cesse au-delà de leurs forces. Les premières marches étaient raisonnables, quelques lieues seulement. On les entraînait progressivement. Mais ensuite, les étapes étaient de 50 km, avec leurs chaussures à clous qui leur blessaient les pieds. Quand ils avaient passé la frontière belge, il ne se passait déjà plus. Il ne se rasait déjà plus. Une barbe touffue d'un blond presque transparent couvrait le visage du caporal jusqu'à la fin de la guerre, par le même réflexe que les Français d'en face. Les officiers n'y trouvaient rien à redire, manquant aussi d'eau potable. Les Falgrao avaient rencontré les Français sur la Meuse, traversant des villages de Belges hostiles qui transportaient par force des blessés les Allemands en laissant leurs jambes racler le sol. Le général Hahn, qui commandait la brigade, n'avait pas empêché ses hommes de fusiller. Selon les lois de la guerre, les Belges restent suspects d'avoir aidé les Français et d'avoir tiré sur les officiers allemands. Malgré les roulantes, toujours proches des compagnies, les Allemands avaient souffert du feu français, des éclats au but de 75, et comptaient leurs morts et leurs blessés dès les premiers affrontements. Ils n'avaient jamais assez de brancardiers pour les enlever. Les blessés à la tête n'étaient pas moins fréquentes que chez ceux d'en face parce que le casque à pointe n'était pas en acier mais en cuir bouilli et qu'il protégeait à peine mieux que la casquette renforcée. Ludwig avait été écœuré maintes fois par ces hommes qui perdaient leur cervelle. Ils avaient suivi la retraite des Français étape par étape. Ils n'étaient pas moins épuisés qu'eux en arrivant sur la Marne. Le caporal maudissait cette guerre atroce 15 jours après son entrée en guerre. Le fusil pesait à son épaule, ses mains étaient gonflées, sa gorge sèche. Pas de vivres à chaparder. Les Français avaient déjà vidé les fermes abandonnées. Dans les bidons, ni vin ni bière, de l'eau épaisse et tiède. Ils buvaient surtout du café de mauvaise qualité, servi par les fidèles cuistots des roulantes, qui ne lâchaient pas d'une semelle la troupe en marchant, mais qui ne pouvaient ni offrir ni pain, ni riz, ni sel. Les convois d'approvisionnement avaient le plus grand mal à se faufiler sur des routes encombrées par les colonnes, dans les deux sens. Voilà, ensuite, page 188, 1915, l'hécatombe. 188, l'hécatombe de 1915. Pendant 100 jours, en 15, les poilus des tranchées ne connaissaient pas de repos. Ils sont constamment conviés au coup de filet des capitaines, des sifflets des capitaines, à quitter les parallèles de départ pour se faire tuer devant les lignes ennemies infranchissables. La première offensive commence en Champagne avec des attaques secondaires en Artois le 15 février pour se terminer le 18 mars. Elle a seulement pour résultat une avancée limitée de 2 à 3 km. La deuxième du 9 mai au 18 juin porte principalement sur les lignes de l'Artois et se traduit par une progression de 4 km. La troisième d'automne, de nouveau en Champagne, pousse les hommes sur un front élargi de 35 km et à une petite lieue de leur parallèle de départ. Enfin, la quatrième, synchronisée avec la précédente, du 25 septembre au 11 octobre, aligne les Franco-Britanniques en Artois pour les faire avancer au prix de lourdes pertes. De 2 km seulement, 25 corps d'armée français ont été décimés, épuisés dans des opérations successives. Parfois, cette obstination a lancé des attaques meurtrières
qui ont causé 390 000 morts français, anglais, belges et allemands, par quel étrange aveuglement l'état-major a-t-il persisté dans l'erreur? Il croit pouvoir l'emporter, malgré les lourdes pertes de 15. Parce que Falkenhayn, qui a perdu 5 corps d'armée dans la bataille de l'Isère, est en mesure d'engager 4 nouveaux corps de formation récente, en partie retirés du front de l'Ouest, contre l'armée russe. Joffre compte aussi sur le renforcement croissant de l'armée anglaise, qui devrait pouvoir tenir seul le front du Nord. Le corps expéditionnaire combattant sur la Marne et plus tard dans la bataille des Flandres ne comptait que 230 000 hommes. Mais Lord Kitchener, convaincu que le sort de l'Angleterre se jouait à Calais et à Anvers, levait 5 armées K de 6 divisions chacune et demandait le concours des Dominions. 2 divisions des Indes étaient déjà à pied d'or. Une division canadienne avait pris la mer dès octobre 14. Les 6 divisions de l'armée territoriale anglaise étaient mises sur pied de guerre. On attendait pour janvier 15 la montée en ligne sur le front français de 15 divisions britanniques pourvues d'artillerie légère et lourde. Les effectifs seraient doublés au mois de mai, presque triplés en août. Dès avril 14, 1 300 000 Britanniques étaient sur les armes. Falkenhayn était conscient de l'accroissement progressif de la menace à l'ouest. Les Français n'avaient plus les moyens de créer de nouvelles divisions. Les nouvelles classes et les renforts venus des dépôts permettaient à peine de recompléter les régiments décimés. Mais ils pouvaient compter sur les divisions K et peut-être demain sur l'entrée en guerre de l'Italie, effective en mai. Dès le début de février, l'armée allemande avait pris l'offensive à l'est, sur le front des lacs Masure. Cette bataille d'hiver dans la tempête de neige avait permis l'anéantissement rapide d'un corps d'armée russe dans la forêt d'Augustovo. Joffre avait prévu cette offensive et les clauses de l'alliance russe lui faisaient un devoir, et à tout le moins de fixer le plus possible l'effectif allemand en prenant lui-même l'offensive à l'ouest. La brutalité de l'opération allemande des lacs Masure imposait une opération d'urgence. Les Français n'attaqueraient pas le 15 février pour aider à la victoire des Russes, mais en raison de la menace qui planait sur les armées très mal dotées en artillerie, le tsar appelait au secours. N'avait-il pas permis à Joffre de gagner en septembre 1914 la bataille de la Marne en attirant sur son front, par des attaques désespérées, des unités allemandes prélevées à l'ouest? Voilà. Donc, ensuite, page 293, Verdun. 293. 293. Verdun. À la fin de 16, les pertes de l'armée française sont considérables. Elle accuse 950 000 morts, en 16 seulement, dont plus de la moitié en opération, 19% emportés à la suite de leurs blessures, 13% par la maladie, 17% de disparus au front. On estime encore à 400 000 le nombre des prisonniers, signe manifeste de découragement. Le gouvernement, au début de 17, se refuse à envoyer au front les jeunes recrues de la classe 17 surnommés les Bleuets, les réservant pour les opérations ultérieures. La troupe se demande alors si la guerre ne va pas se poursuivre jusqu'à l'épuisement complet. Dès la fin octobre, les officiers de liaison de Poincaré lui signalent qu'un mauvais esprit commence à se manifester chez les poilus, notamment chez les territoriaux. Le ministre des Finances a envoyé aux armées des formulaires pour souscrire à un emprunt de guerre. Les soldats, trouvant l'opération indécente, ont quelquefois renvoyé des feuillets avec des injures. Ils n'admettent pas qu'on leur demande de cotiser pour la prolongation de la guerre. On en arrive à souhaiter, écrit un soldat, que ceux qui veulent verser pour un nouvel emprunt crèvent comme des chiens. Ne dit-on pas, à tort au front, qu'on a rétabli à l'arrière les courses de chevaux sur les hippodromes de Longchamp? L'échec de l'offensive de la Somme a fait oublier les succès coûteux du front de Verdun. Le député socialiste Cachin, accompagné de Marcel Samba, membre du cabinet,
chez Poincaré en compagnie d'un jeune poilu qui est leur ami politique. Il appartient au 120e, à la 120e division du général Mordac, levé dans la région ouvrière de Saint-Étienne. L'unité a été engagée sans répit pendant 47 jours au sud de la Somme. Il est fatigué et démoralisé. Réformé en cantonnement entre Amiens et Bonvais dans des villages misérables, elle ne peut trouver de repos auquel elle a droit. Même le 20e corps a le moral en berne. Le lieutenant Bédet, un notaire lyonnais, engagé volontaire à 50 ans, ne faiblit pas à la tête de sa compagnie de mitrailleuses. Mais les hommes sont las des combats en Artois et beaucoup ont dû être évacués pour pieds gelés. Élevé avec égard en camion le 2 décembre, les poilus de Toul et de Nancy sont de nouveau installés en Lorraine, près des leurs. Beaucoup se traînent lamentablement, incapables de marcher. Les effectifs ont fondu. Le séjour dans les tranchées devient insupportable. Il faut réchauffer le vin et la nourriture gelée à l'alcool. La neige succède à la pluie. De nombreux malades doivent être évacués pendant l'hiver. Le 19 janvier, une période d'instruction s'annonce au camp de Safet. Par un froid très vif, les régiments d'élite sont en manœuvre. Toutes les unités ont été transformées en groupes de spécialistes. Les grenadiers, ceux des troublons VB, les fusiliers mitrailleurs et les voltigeurs habilités à l'attaque par petits groupes. Pour que le 20e corps soit remis à l'instruction, se disent les poilus, il doit encore y avoir quelque chose dans l'air. Dans les régiments de l'Est, la colère gronde. Ceux qui sont en secteur dans les Vosges ont aussi participé à la Noria de Verdun. Les camarades du 221e régiment de Langres ont perdu un tiers de leur effectif du côté de Tavannes et subi l'attaque allemande massive du 11 juillet. Depuis lors, ils ont pansé leurs plaies dans les Vosges, non sans acrimonie. Non, nous manquons d'hommes, et les demi-guéris viennent au front, et c'est honteux, dit un brancardier René. Les poilus pestent contre Briand qui repousse à la fin de septembre toute idée de paix. Ils disent en octobre que l'Allemagne a demandé un armistice et que nous et l'Angleterre, nous l'avons refusé. Un camarade s'est pendu, trop déprimé pour survivre. Les autres perdent confiance dans l'issue de la guerre. La victoire, dit-il, nous en manquons comme de notre première culotte. Ce qui nous intéresse, c'est la fin des hostilités. Eh oui. Alors, page 353, les martyrs de la victoire. 353. Les martyrs de la victoire. La révolte des poilus a changé l'esprit de la guerre, et contrairement à l'état-major à poursuivre sur d'autres bases le réarmement moral déjà entrepris sous le consulat de Nivelles, il est convenu qu'on attend désormais, selon la formule de Pétain, les Américains et les chars, avant d'entreprendre toute action d'envergure. Est-ce le retour aux tranchées, au calme des secteurs? La référence à l'Amérique implique un changement d'état d'esprit, dont Pétain lui-même est très conscient. La note, en 6 points qu'il rédige au plus fort des mutineries, est révélatrice. Il se préoccupe de fournir des thèmes aux causeries d'officiers, destinés à reprendre les troupes en main. La révolution russe avait pour but, est-il indiqué, de chasser un gouvernement qui se préparait à abandonner lâchement les Alliés et à conclure une paix séparée avec l'Allemagne. Déjà, nos alliés se préparent à une grande offensive d'été, la dernière, celle du général Broussilov. Il ne faut donc pas que les Français désespèrent de la révolution de février. Le plus important thème de la propagande officielle est celui de l'apport des États-Unis. Pétain promet que les premières unités débarqueront en France avant 1 mois. C'est, dit-il, un appoint énorme et vraiment décisif. Il peut permettre de gagner la guerre à coup sûr. Avec les Américains, les Alliés signeront une paix victorieuse contre l'Allemagne
qui a voulu la guerre. Et plus exactement, l'empereur Guillaume de Hohenzollern et ses hobereaux. Pétain s'aligne déjà dans son discours sur les mots d'ordre venus d'outre-Atlantique. Toute la propagande de guerre est conduite aux États-Unis contre Guillaume, le naufrageur de civils innocents. Déjà, se dégage le slogan maintes fois martelé d'une guerre internationale pour le droit. Plus question de la flèche de Strasbourg ni de l'Alsace et de la Lorraine, comme dans les premières proclamations de Foch. Le poilu est seulement, aux côtés des autres combattants alliés, celui qui a consenti le plus d'efforts pour mener à bien cette croisade des peuples libres. Il est normal que les Doug Boys, ainsi appelle-t-on les fantassins américains, lui viennent en aide. Il n'est plus seul, il sera massivement secouru. Le monde uni des peuples démocratiques de l'Atlantique se presse contre les empires archaïques et répressifs de l'Europe centrale. L'Allemand, l'Austro-Hongrois, l'Ottoman, les Russes, les Russes menés par un gouvernement autocratique se sont libérés, ce que les Allemands ne tolèrent pas. Ils ne rêvent que d'étouffer en Russie les libertés naissantes. Ils sont prêts, au besoin, à soutenir les bolcheviks pour empêcher l'éclosion de la République russe. Le gouvernement de la Nouvelle-Russie affirme la propagande des bureaux de Pétain. C'est parfaitement que l'Allemagne ne songe qu'à dépouiller son pays, à se saisir de ses ressources par une occupation sans pitié d'immenses territoires. Il n'a d'autre ouverture que de poursuivre la guerre aux côtés des Alliés, s'il veut éviter des désordres plus graves et la domination de l'Allemagne. Telles sont les bases idéologiques des nouveaux discours des officiers. Les poilus ne sont plus seuls en ligne avec les Britanniques, dont le discours est trop souvent présenté comme mesuré, prudent, égoïste. La guerre est devenue internationale par l'engagement de l'Amérique et de tous ses associés. Il y aura encore les sacrifices nécessaires par la victoire, mais la victoire est en vue, elle est certaine. Les Alliés n'ont-ils pas déjà gagné la guerre sous-marine dont dépendait la capacité de résistance de l'Allemagne accablée par le blocus? Et enfin, page 427, la guerre de 30 ans. Page 427. La guerre de 30 ans. Allemagne, France, Italie, Belgique, Serbie, Autriche, Hongrie, Russie, Grande-Bretagne, États-Unis, Chine, Japon, tels sont les protagonistes de la guerre de 30 ans, commencée après Sarajevo en août 14, terminée à Berlin en mai 45. Les Américains franchissent alors le Rhin pour les raisons mêmes qui les poussaient à intervenir dans le conflit européen en 17. Ils n'acceptent pas une suprématie mondiale assurée par une Europe allemande. Ils sont une fois encore solidaires des intérêts britanniques décidés à porter un coup d'arrêt. Ils ne s'engagent pas au nom des droits de l'homme en 1939, mais quand ceux-ci sont manifestement bafoués. Ils n'interviennent qu'au moment où ils jugent que leurs intérêts mondiaux sont en jeu. Et oui, on les connaît. Ils arrivent toujours tard en Europe, en 1942 seulement, comme jadis en 17, après 3 ans de guerre. D'où l'intérêt de connaître l'histoire, ça a des répercussions aujourd'hui. Mais ils dominent à la fin des 2 conflits par le nombre des soldats mobilisés, la puissance de l'industrie et des investissements de guerre, la capacité affirmée déjà en 18, mais confirmée puissamment en 45, de prendre en charge la gestion du monde et sa protection contre la révolution bolchevique de 17, accouchant en 45 de l'hypernationalisme impérialiste de Staline. Engagement idéologique, sans doute respect du droit international à créer de la liberté, à imposer de toutes les libertés, de penser, de publier, de voter et aussi d'entreprendre. Un engagement dans une politique de paix mondiale garantissant la libre circulation des hommes, des biens, de l'argent, avec le souci en 1945, mais déjà en 1918, de réparer les crimes de guerre, d'opposer le droit à la force et à la violence et de punir les coupables au nom des droits de l'homme. Les banquiers puritains du Nord-Est qui décident de la politique américaine, mais aussi des descendants de Jefferson
le juriste virginien autodidacte, le premier à concevoir une sorte d'empire mondial du droit initié par les États-Unis, ne partage pas la méfiance des nations catholiques européennes à l'égard de l'argent. Il croit au dollar, civilisateur, à la vertu de l'investissement productif, celui qui offre la paix par le travail, le profit. In God we trust. À la fin de chacune des deux guerres, leur réaction est identique. Wilson le Juste s'embarque sur le George Washington pour régler en personne les affaires continentales et mettre à jamais l'Europe à l'abri des conflits grâce à l'instauration de la Société des Nations. Il pense que la paix dépend du développement économique et de la multiplication des échanges. La constitution de dettes de petites nations indépendantes, la disparition des grands empires, la démocratisation de l'Allemagne qui lui paraissent les conditions nécessaires, mais non suffisantes, de la pacification du continent. Mais un millionnaire américain débarque très vite en Russie pour aider Lénine à vaincre la famine et développer la NEP, la nouvelle politique économique. Il pense que le dollar aura raison du communisme, que la révolution ne durera pas. Il faut en complément redresser l'économie européenne pour la mettre à l'abri du bolchevisme et faire de l'Europe un partenaire convenable pour l'économie américaine, surtout. Dans cette optique, redresser au plus tôt la machine allemande, la reconvertir à la production civile, prendre le relais de la Grande-Bretagne, handicapée par les pertes immenses de la marine marchande et par la disparition des réserves en or et en capitaux. Vrai vainqueur de la Première Guerre mondiale pour l'activité industrielle et minière, le commerce et la finance, les Américains font rouler leur or dans le Pacifique, dominent l'Atlantique, investissent déjà massivement dans le pétrole, le golfe Persique, dédaignant la Méditerranée européenne est fermée. Voilà donc les bases pour faire un roman hystérique sur cette période. Période qui a des répercussions aujourd'hui, avec le dollar dominant, l'Amérique qui donne le là jusqu'en Ukraine et en Russie. Voilà, la semaine prochaine, un roman que je vous ferai découvrir, et je vous dis bon week-end, bonne semaine, et à très bientôt, à la semaine prochaine.